Now let's go. Donc, Mario Kaplan, merci d'avoir accepté ce congrès sur l'immunité. Donc, on est ensemble aujourd'hui surtout pour parler notamment de micronutrition, immunité, intestin, microbiote. Du coup, je vais te laisser te représenter, même si on te connaît déjà quand même. Même si on me connaît dans mon cursus, pourquoi je suis allée dans ce cursus? Parce que je ne voulais faire que médecine depuis toute petite, parce que l'intelligence du corps, la réaction au corps m'interpellait, mais j'étais nulle en maths, ce qui fait que je n'ai pas pu faire médecine. Même si j'ai eu un bac avec mention, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais vraiment. Et donc, j'étais un peu journaliste d'ailleurs à cette époque. Et mes problèmes de santé, puisque je suis née par césarienne en 56, donc je vais être dans ma 65, j'aurai 65 ans dans 2 mois, m'ont poussé à essayer de comprendre pourquoi je prenais du poids, pourquoi j'avais des boutons, j'avais mal au bide tout le temps, j'étais constipée, j'étais fatiguée, j'étais dépressive. Et donc, je me suis mise en chemin toute seule parce que élevée au lait de vache, aux antibiotiques, techniquée par des gouvernantes parce que je suis issue d'un milieu bourgeois où on pouponne pas les bébés. Les bébés, ça crie, ça fait du bruit, c'est sale. Donc voilà, je suis de ce milieu-là. Donc j'avais le cocktail fabuleux pour être malade, franchement. Et d'ailleurs, ma mère m'a encore répété que même bébé, j'étais intransportable en voiture et je vomissais tripes et boyaux. Donc mon foie déjà devait être dans un état lamentable. Donc je pense que beaucoup de gens qui écoutent ou qui sont sur ce chemin le sont non pas par intérêt financier ou en se disant tiens je vais faire naturo ou tiens voilà. Non, on s'y met parce qu'on est interpellé. On s'y met parce que soit on a des problèmes de santé soi-même à résoudre, soit on est dans un environnement où nos parents se souciaient déjà de ça et on a une sensibilité, ou on a des gens qu'on a aimés ou qu'on aime et qui sont toujours malades et on se sent impuissant. Donc on aimerait découvrir ces médecines intégratives et non pas alternatives, car pour moi, elles s'intègrent à une médecine en général, car quand on a besoin d'antibiotiques, eh bien, on n'hésitera pas. Quand on a besoin d'un médicament antidouleur, quand l'organisme est dépassé, on n'hésitera pas à le faire, bien sûr. Donc, ce chemin-là est un chemin long. Et donc, j'ai été interpellée à l'âge de 14-15 ans par c'était pas un naturopathe, c'était un monsieur, j'étais dans les Cévennes en vacances, qui me trouvait jolie. J'étais plutôt une jolie petite jeune fille, mais un peu bouboule, avec des boutons sur la figure. Il me dit, mais Marion, une jolie fille comme toi, tu peux pas te laisser grossir comme ça. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que l'alimentation pouvait être quelque chose qui intervenait sur le poids, sur la santé, parce que personne ne nous mettait sur la voie à l'époque, et même encore maintenant d'ailleurs, puisque nous sommes en plein épisode de Covid, donc un virus planétaire. Moi, il me fait pas peur parce que je trouve qu'il touche pas tant que ça et on ne meurt pas tant que ça de cette problématique. Mais dans cet épisode de Covid, on nous parle que de médicaments parce qu'ils essayent d'en trouver. On nous parle de vaccins comme médecine préventive et personne ne parle de la vraie prévention. Et cette prévention, c'est les barrières. Ce sont nos barrières. Donc, ces lois des barrières et cette adéquation entre, tiens, l'alimentation, ça peut intervenir sur notre santé, on ne nous parle jamais de ça sur les grands médias. Et je pense que la Covid, et c'est pas fini, est une maladie de civilisation. Et on aura encore d'autres infections, on aura encore d'autres virus qui, comme ils s'adaptent, vous le savez bien, et qu'ils mutent, ils seront de plus en plus virulents et ils vont s'attaquer forcément aux personnes qui ne prennent pas soin de leur terrain. Et c'est là tout l'art de la naturopathie, puisque la médecine, sauf la médecine fonctionnelle et nutritionnelle qui, elle, se préoccupe avec des études de ce phénomène, eh bien, pour moi, les naturopathes sont les futurs médecins qu'on ira voir, parce que la médecine allopathique a démontré son impuissance à renforcer notre terrain et même à le comprendre. Moi, je suis estomaquée
devant l'ignorance des gens qui parlent sur les grands médias, parce que j'écoute tout le monde, que ce soit YouTube ou les grands médias, pour savoir où ils en sont et comment ils répètent comme des perroquets, mais des bêtises hallucinantes. Et ceux qui, eux, ont la vraie parole, les vrais infectiologues, je ne citerai pas des noms, ils sont suffisamment connus, eux, ceux-là, on les blacklist, on dit qu'ils font, ce sont des complotistes ou qu'ils ils disent n'importe quoi et on les éradique des grands médias, voire on leur met des procès. C'est une honte, vraiment. Et même si ça passe sur des grands médias, ce qu'on va dire, je trouve que c'est honteux sur le plan international. Et je vois combien nos politiques sont ignorants et ne vont même pas écouter les personnes, les médecins, les anesthésistes, les infectiologues qui, eux, passent leur vie à ça, mais qui n'ont pas de conflit d'intérêt. On n'écoute que les gens qui ont des conflits d'intérêt. Et c'est grave. Donc, je pense que cet épisode va quand même faire réfléchir les gens plus ouverts, plus conscients. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conscience. Et que ces personnes, en naviguant sur Internet, vont découvrir qu'il y a des écoles, ils vont découvrir que c'est par eux-mêmes qu'ils doivent trouver l'information. Cherche et tu trouveras. Et je pense qu'ils trouvent parce qu'il y a suffisamment de... Moi, j'écris des articles tous les 15 jours, j'en écris des centaines pour éduquer les gens gratuitement, pour qu'ils comprennent un petit peu tous ces mécanismes qui sont de plus en plus complexes, qui arrivent à une simplicité, mais qui sont de plus en plus complexes. Et je pense qu'une fois qu'on a compris, eh bien, on peut soi-même prendre des décisions et relever les manches et s'y mettre, quoi. Donc, j'ai fait, bien sûr, j'ai travaillé avec Kousmine de son vivant, bien sûr, j'ai fréquenté Robert Masson à l'époque, et puis j'ai fait une école de naturo à côté de chez moi qui est à Hyères, la CFPPA. Pourquoi je l'ai faite après l'âge de 60 ans? C'est parce qu'elle était validée par l'État. Et moi, avoir des diplômes, j'en ai rien à foutre. Mais celui-là, je me disais, au moins celui-là, on me foutra la paix. J'ai un diplôme d'État. Et puis voilà. Bon, nous, on est en cours de RNCP quand même, donc je suis obligé de le placer. Voilà, ça c'est bien, super. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant, du coup, tu serais venu chez nous sinon. Ben voilà. Mais donc voilà, et puis maintenant je suis en formation permanente puisque j'ai suivi depuis 3 ans le cursus du professeur Vincent Castronovo, qui est professeur belge de micronutrition, qui est extrêmement compliqué. Et j'ai compris l'immensité de mon ignorance quand j'ai démarré avec lui. Je suis moins ignorante, mais j'arrive pas à retenir des petites choses très complexes. Et si je peux vous apporter aujourd'hui de faire les grands liens, parce que les grands liens, on les fait pas forcément. Parce que chacun il va de sa spécialité dans son truc. Et j'estime que souvent des naturaux, bon, il faut de l'iridologie, il faut des trucs, mais il manque quand même toute la biologie qui peut nous permettre d'investiguer de façon plus fine les carences. Parce qu'en irido, tu ne verras pas une carence. Donc les carences, la perméabilité intestinale, c'est assez compliqué à trouver et à comprendre. La dysbiose, si tu ne fais pas un mou ou un DMI, tu auras du mal à comprendre si tu as un SIBO ou si tu as plutôt du candida ou si tu as une gerbiase, quand tu as encore quelque chose qui ressemble au candida mais qui ne l'est pas. Donc, on va se tromper d'arsenal thérapeutique. Donc, tous ces trucs-là, c'est tellement complexe et il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Et la nutrition ne peut pas tout faire. Nous sommes des êtres de conscience. Nous sommes des êtres avec une psyché, avec aussi un transgénérationnel qui nous a, je dirais, inculqué des croyances, mais aussi des trames. On s'aperçoit qu'il y a des trames dans un arbre généalogique qui font que, eh bien, moi, dans mon arbre, il y a des viols. Donc, moi, j'y suis passée, ma sœur y s'est passée, sa fille a failli y passer. Donc, j'ai travaillé comme une dingue parce que j'avais une très jolie fille, je l'ai toujours. Et je voulais absolument qu'elle évite ce karma. Et bien, on peut travailler sur l'arbre généalogique, ça se travaille. Et tous ces stress vont complexifier notre adaptation à notre réalité. Car la bonne santé, c'est s'adapter. Et s'adapter, on peut le faire avec une nutrition adéquate à notre propre génétique et épigénétique, mais aussi à notre généalogie, à notre environnement, etc. Donc, c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin.
Oui. Et puis, comme on en parlait en off, ça évolue dans le temps aussi. Et c'est ce qu'on oublie, Bien ça sûr. Ah oui, tu as fonctionne raison. à un moment, ne fonctionne pas forcément toute une vie. Et ça, beaucoup ont du mal à le comprendre, je trouve. Donc, Alors moi, je le comprends puisque j'ai le recul, étant passé dans 2 mois, je vais passer du côté obscur puisqu'ils estiment qu'à partir de 65 ans, il faudrait qu'on nous vaccine parce que nous sommes des personnes à risque. Pourquoi est-ce qu'en vieillissant, on est des personnes à risque? D'abord, aujourd'hui, plus qu'hier, nos aliments sont dénutris. Vous le savez qu'il faut à peu près 50 à 100 pommes pour avoir l'équivalent en nutriments. Or, nous sommes des machines qui fonctionnons aux nutriments. Comme notre voiture, elle fonctionne à une certaine huile, à une certaine essence, à certains éléments qu'on va mettre dans la batterie pour avoir de l'énergie. Ben nous, notre énergie, notre batterie, c'est la thyroïde. Et on marche aux nutriments comme le fer, le zinc, mais aussi des vitamines, du magnésium, etc. Et tous ces nutriments-là, bah, il faut bien qu'ils nous soient apportés par l'extérieur. Parce qu'il y a quelques nutriments qu'on fabrique de l'intérieur, certains acides gras, comme les acides gras saturés, qu'on sait fabriquer. Mais il y a d'autres acides gras qui doivent impérativement être apportés par notre alimentation. On les appelle essentiels d'ailleurs. Mais aussi les sels minéraux. Donc les sels minéraux doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Et après, une fois, imaginons que j'ai l'assiette idéale avec les nutriments d'hier, eh ben, c'est pas parce que je vais les manger par ma bouche que je vais les absorber. Parce qu'il va d'abord falloir que je les digère. Mais une fois que c'est digéré, il faut que ça soit absorbé et distribué là où on en a besoin. Eh ben, c'est un gros casse-tête. Et c'est là où le microbiote intervient d'une façon remarquable, puisque nous sommes des êtres hybrides qui sommes constitués de milliards de cellules, mais encore plus de milliards de bactéries et de virus, parce que nous détenons plein de virus dormants. Qui n'a pas fait un épisode d'herpès? L'herpès, c'est un terrain, il y a des terrains à herpès, j'ai la chance de ne pas en avoir, mais par exemple, mon fils fait des herpès quand il a un drame psychoaffectif ou un gros stress, paf, l'herpès sort. Et c'est quoi? Ben, c'est un virus qui est dormant quand on est physiologiquement en bonne santé, avec un bon équilibre, avec un bon microbiote, avec un bon équilibre acido-basique, tout va bien, il fait dodo, il est dans sa niche et il ne sort pas. Et dès lors que on va avoir un stress et un stress réveille tous les stress. Donc un stress psychologique va réveiller un stress du microbiote, va réveiller un stress organique et donc c'est là où on va rentrer dans un cercle vicieux absolument infernal et il y a des choses qu'on peut maîtriser, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. L'air qu'on respire, même si on fait une respiration consciente, qu'on fait de la cohérence cardiaque, etc., ben, je ne vais pas filtrer tous les airs que je respire. Si vous êtes en région parisienne ou dans une grande ville, vous êtes dehors, qu'il y a plein de métaux lourds dans l'atmosphère, etc., ben, vous allez faire ce que vous pouvez. Hein. En revanche, l'eau que vous buvez, les aliments que vous mangez, la façon dont vous le mangez va être énorme en importance et c'est là où, par exemple, la mastication va rentrer en ligne de compte. Moi, je croyais bien mastiquer. Franchement, et hop, Tu as j'avalais. appris combien de temps, combien de fois, toi, tu as appris? Moi, on a toujours appris Alors, une centaine de fois. ouais, mais le coup du 37 fois, moi, je suis contre et je l'ai rayé en faisant mon article là-dessus parce que là, j'ai écrit un article sur justement la flore buccale qui est sorti là samedi et j'avais marqué 37 fois. Et, et d'ailleurs, je me suis entraînée à compter pour voir, mais ça dépend des aliments d'ailleurs. Et je me suis aperçue qu'il y a des aliments que je mastiquais beaucoup plus que 37 fois. Mhm. Donc c'est ridicule de mâcher. Si c'est un repère de départ, pourquoi pas? Mais c'est un tue l'amour, un tue le goût, un tue plaisir. Parce que si on se met à compter pour se dire, bon, ça y est, j'ai fait 37, j'ai fait 40, je peux avaler, franchement, où est le plaisir? Donc moi, je dis aux gens, vous roulez une pelle à vos aliments. Vous allez mâcher comme un hamster. Moi, quand je mange, je ne veux pas qu'on me prenne en photo parce que je gonfle mes joues, je mastique, j'insalive, je passe à droite, je passe à gauche, je mastique à droite, à gauche. Et puis avec ma langue, si c'est bien comme de la purée bébé,
Je leur dis, essayez, si vous avez vu des bébés, vous vous souvenez comment vous avez eu votre nourrisson, il faudrait que vous puissiez donner la béquille à votre bébé. Et là, vous pouvez avaler. C'est un repère. Moi, je préfère ce repère. Et j'ai même appris à un grand chef à manger du chocolat. Parce que moi, je suis fan de chocolat. J'adore le chocolat Bonat. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est sublime, à 70% ou 72 des fois. Vraiment, c'est une qualité exceptionnelle. Mais si tu prends le carré de chocolat comme ça et tu le croques, mais ça n'a aucun intérêt. Vous prenez le carré, vous le mettez entre la langue et le palais, vous insalivez et vous avez l'impression de manger un chocolat chaud de votre grand-mère. Parce qu'il va exploser en bouche, il va stimuler toutes les papilles. Et là, mais vous n'avez pas besoin de manger la tablette. Parce que vous allez saturer tous vos organes de plaisir. En plus, vos récepteurs savent qu'il y a tant de sucre, tant de cacao, tant de glucides, etc. Et il va faire sa petite cuisine et il est prêt à travailler votre chocolat et à le cuisiner pour que vous l'absorbiez les bons nutriments. Donc la mastication, c'est 50% de la guérison pour certains. Et j'entends tellement les gens dire, et certainement vous aussi, oh ben j'ai pas le temps. Bah, je dis, si t'as pas le temps, t'as qu'à pas manger, hein. Parce que qu'est-ce que tu veux? Tu veux la pilule miracle pour pouvoir t'en sortir et bouffer n'importe quoi et l'avaler tout rond? Ça sert à rien. Et le plaisir, il est là, hein. Après, quand t'avales, qu'est-ce qui se passe à l'éléon, ta tarte aux pommes, on n'en a rien à foutre parce que c'est pas le plaisir là, c'est même plutôt les complications. Donc, prends ton temps, mais fais-toi un orgasme à chaque fois que tu manges. Et là, tu vas voir que déjà ta digestion va beaucoup mieux se passer parce que tes récepteurs enzymatiques vont être prêts et ça va se passer beaucoup mieux. Alors, tu me parlais de l'âge et donc effectivement, selon notre parcours alimentaire, psychologique, de stress, de coups dans la figure, d'épreuves dans la vie, etc., on va altérer certains de nos organes. Et moi, par exemple, je pense que ça fait très longtemps, puisque je crois avoir fait un ulcère d'estomac quand j'ai été journaliste et que j'ai fait mon premier article. Et comme je suis une perfectionniste, mais j'ai eu des brûlures épouvantables. À l'époque, j'étais loin de cette sorte de gluten, etc. Et donc, j'ai bousillé mes enzymes digestives de l'estomac, mais aussi, je me suis aperçue en faisant un test que je n'avais plus du tout d'acide chlorhydrique. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais une très mauvaise vidange de l'estomac. Donc, j'étais allée voir le docteur Bruno Donatini, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Monsieur Champignon, qui me faisait faire des tests respiratoires. Et avec ces tests respiratoires, malgré le fait que je mangeais sans gluten, sans produits laitiers, je mangeais bien, etc., eh bien, j'avais toujours une flore-méthylacétate. Merde! C'est quoi la flore-méthylacétate? C'est la flore vinaigrée. Donc, ces flores vinaigrées sont très complexes, vont entraîner du candida albicans, vont entraîner du SIBO, vont entraîner peut-être avec des problèmes de thyroïde et d'hypothyroïdie, de fatigue, de malabsorption des nutriments très importants pour vos centrales énergétiques, les mitochondries. Bref, on rentre dans un cercle vicieux totalement infernal. Donc, ces champignons ne me faisant plus rien, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il me disait, bon, alors l'hypoglycémie, par exemple, elle t'aide à vidanger ton estomac. Bon, alors je fais le jeûne séquentiel. Donc, ça fait des années que je mangeais tôt le soir et je ne déjeunais pas avant 13 heures. J'avais plus de 16 heures de jeûne. Et d'ailleurs, le corps s'habitue, hein. Mais en faisant ça à longueur d'année, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous mettre en carence protéinique le matin. Donc, c'est-à-dire vous n'allez plus générer de tyrosine, qui est le précurseur de la dopamine, qui elle-même va être le précurseur de la sérotonine, qui elle-même va être le précurseur de la mélatonine. Donc, toute cette cascade de neurotransmetteurs est bousillée. Ce qui fait que vous vous battez après à vous dire ah bah j'absorbe mal le tryptophane, donc la sérotonine ça marche pas, alors je suis un peu dépressive. Vous voyez tous les cercles vicieux qui peuvent être entraînés uniquement parce que déjà on mastique pas bien. Ensuite on a un estomac qui n'a plus d'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir d'acide chlorhydrique? Le pH de l'estomac doit sortir à peu près à 2,5. Déjà au-dessus de 2,5 c'est trop élevé. Et
il peut être entre 1,5 et 2,5 maxi. Et donc, quand ce bol alimentaire bien amalgamé avec les sucs digestifs de l'estomac et cet acide chlorhydrique, eh bien, ce chyme alimentaire étant très acide, arrive sur leur cheval pour sauver notre duodénum, les sucs biliaires et les sucs pancréatiques qui, eux, sont vite là pour basifier ce chyme et pour que, justement, les enzymes pancréatiques vont, elles, couper en ciseaux les grosses molécules de protéines, vont les mettre en petits acides aminés, etc. Mais si ça se fait mal, c'est là où les céréales contenant du gluten, mais aussi les produits laitiers de vache contenant une caséine A1 extrêmement toxique, eh bien, vos sucs bilio-pancréatiques ne vont pas pouvoir phagocyter et dénaturer ces protéines en acides aminés absorbables, et cela va entraîner une perméabilité intestinale qui fait que ces macromolécules vont passer dans le flux sanguin, et là, c'est la catastrophe. Selon votre polymorphisme génétique, eh bien, ça va aller au cerveau pour certains. On arrive à parler maintenant d'autisme, de maladies de TDAH, c'est-à-dire les enfants hyperactifs, mais aussi de maladies d'Alzheimer comme diabète de type 3, parce que tous ces éléments-là vont entraîner de l'inflammation. L'inflammation est en adéquation aussi avec l'insulinorésistance, et donc notre cerveau n'est plus nourri d'un glucose qui a été cuisiné pour être absorbable sous forme de pyruvate, et le fameux cycle de Krebs ne peut plus être opérationnel. Et à ce moment-là, toutes nos pompes d'électrons ne fonctionneront plus, puisque nos enzymes ne faisant pas le travail, on va avoir une malabsorption du zinc, du magnésium, etc., qui va se retrouver dans la cuvette des WC. Et nous-mêmes, on va être fatigués parce qu'on marche sur 3 pattes, puis 2 pattes, on va manquer de fer. Beaucoup de femmes anémiées, ça peut commencer des fois dans l'estomac. Et quand on a une anémie, nos mitochondries, elles ne peuvent pas fonctionner. C'est pas possible. Et notre thyroïde ne fonctionnera pas non plus. Et à ce moment-là, les gens qui ne sont pas au courant de tous ces mécanismes vont se retrouver à prendre des médicaments à vie, comme le lévothyrox, ou on va faire des goitres. Comme elles ne comprennent pas qu'il faut de l'iode pour faire carburer leur thyroïde et que leur médecin ne leur fait pas leur iodurie, et elles se retrouvent avec des TSH à 3, ils vont trouver ça normal, alors qu'une TSH à 3, vous êtes déjà dans une hypothyroïdie frustre, donc c'est que déjà il y a un petit problème, soit votre foie n'arrive pas à filtrer tous ces éléments-là et vous n'arrivez plus non plus à absorber ces métaux. Tous ces mécanismes sont tous reliés. C'est ça. Ouais. Du coup, tu continueras peut-être sur le lien avec l'immunité, du coup, parce que là, tout ce que tu expliques, l'alimentation, la malabsorption et l'impact que ça pourrait avoir sur notre immunité, du coup. Voilà, donc notre immunité, c'est quoi? Notre immunité, on a une immunité innée et une immunité acquise. Donc forcément, un bébé, quand il arrive au monde, s'il a la chance d'être né par voie basse, avec une mère qui a un bon microbiote, qui va allaiter son bébé, déjà son inné va faire qu'il va avoir une flore commensale solide, bien diversifiée. Le fait que la mère l'allaite avec le colostrum et ensuite les laits est diversifié, puis si la mère est une mère intelligente qui mange beaucoup de légumes et très variée, eh bien son enfant va structurer, donc c'est là où l'acquis arrive, son système immunitaire. Et là, il va avoir des bonnes défenses, puisque nous avons des natural killers. On est vraiment dans une grande bataille, instant après instant. Le système immunitaire doit en permanence se batailler, puisque nous sommes en permanence confrontés avec des virus, des bactéries qui sont là pour solliciter, pour stimuler ce système immunitaire. Le système immunitaire qu'on appelle le TH1. Et ce TH1, quand il est bien solide, avec un bon microbiote, eh bien, Dark Vador, il est là, il peut bien se batailler et tout le monde reste hors des barrières. Et toute la problématique vient justement de la chute de ces barrières. La Covid, par exemple, c'est une chute non seulement de la barrière intestinale, mais aussi pulmonaire. Et pourquoi ça attaque plus l'hiver, c'est-à-dire quand il fait froid, que dans les périodes chaudes?
mais ça attaque aussi dans le chaud, hein. Si vous êtes dénutri, si vous avez des carences et que vous êtes en hyperinsulinisme, vous êtes en système immunitaire qui va être délétère et voire auto-immun. Mais en attendant, quand il fait froid, vous savez que vous avez un épithélium pulmonaire. Vous avez comme une moquette berbère avec des cils qui battent très 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 vite. Et mettez un sèche-cheveux sur une fourrure, voilà, ça va très très vite. Et le fait que ces cils battent, ça permet justement de laisser dehors tout ce qui pourrait rentrer. Donc ils battent pour ne pas laisser rentrer un virus, un parasite, des choses délétères pour notre organisme. Et l'hiver, quand il fait froid, eh bien, ces cils battent plus lentement. Et tac, si j'ai pas d'autres barrières derrière, un bon mucus, eh bien, le virus va rentrer. Et c'est là où, en plus, par la bouche, on le sait que le microbiote buccal est très important, qu'il y a un nombre de bactéries et de virus très important. C'est pour ça que l'hygiène de se laver les dents avec des bons dentifrices type Velleda ou autre, ou avec de la propolis, ou pourquoi pas du bicarbonate, mais pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus habituer notre bouche et abraser notre microbiote buccal. Mais c'est très important d'avoir cette hygiène pour que les bactéries ne s'installent pas dans la bouche. Car si elles s'installent dans la bouche, elles vont s'installer dans l'intestin. On ne crache pas notre salive, on l'avale. Donc ce système immunitaire commence dans la bouche. Et dans cette bouche, si on a des métaux, c'est terrible d'avoir des amalgames dentaires. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi si vous en avez, car les retirer va être aussi dangereux. Et donc, il va falloir trouver un dentiste qui fait de façon protocolaire un amalgame par mois, parce qu'il y a le tempérament de l'organisme qui doit impacter le choc. Moi, je sais que mon compagnon, il les avait enlevés trop vite. Quand on s'est rencontrés, il était bourré de prouage. Je dis, ah, secours, il va falloir qu'on les enlève. Il est allé trop vite. Il a choisi lui-même son dentiste. Bon, moi, je sais pas le choix que j'aurais fait. Et il se retrouvait avec un zona. C'est ça. Mais tu vois, D'accord? je me permets de te couper, mais moi j'ai un super dentiste et quand ils enlèvent des plombages, il faut absolument demander ce qui s'appelle une digue. Je ne sais pas si tu connais. Une Oui. digue, ben, c'est ce qui permet de mettre un espèce de petit ballon gonflé pour vraiment, vraiment contourner là-dedans et pour que le plombage qu'il va travailler va tomber dedans et pas être avalé. Il y a ça et le faire sous aspiration. Voilà. Ensuite, nettoyer avec des huiles essentielles pour kélater éventuellement l'information des métaux. Donc, il y a tout un protocole après de détox des métaux lourds. Même si on n'en a pas, on fera quand même cette détox qui marche plus ou moins bien. Moi, je trouve que l'acide R-alpha-lipoïque, c'est-à-dire alpha-lipoïque sous forme réduite, fonctionne beaucoup mieux, mais on peut le faire en même temps que l'ail des ours et les huiles essentielles d'origan et des trucs comme ça. Tu vois, je l'ai aussi. Ouais, Voilà, très bien. ouais, sodium lipoate, lipoïque, oui, oui, tout à fait. Très bien, ça va. Voilà, c'est très important parce que l'acide alpha-lipoïque, passé 50, 60 ans, tout le monde devrait en prendre, hein. Mais j'expliquerai pourquoi. Et donc, cette bouche doit être saine. Mais même si la bouche est saine, il faut que l'occlusion, c'est-à-dire comment les dents du haut sont symétriques par rapport aux dents du bas et ont un bon mouvement de l'ATM, c'est-à-dire votre axe temporomandibulaire. Et si vous avez un problème occlusal, ce qui était mon cas, parce que j'ai beaucoup bruxé dans ma vie, et ça fait 3 ans que je suis en train de réhabiliter mon occlusion. Là, j'ai des cales qu'on mettra après en définitive, c'est du boulot, hein. Mais pourquoi c'est important de faire ça? Parce que chaque nuit, on fait un reset parce que toutes mes dents sont reliées à des organes, il y a des neurotransmetteurs. Et la nuit, il y a un petit peu comme le courant jour-nuit qui se fait et qui fait que nos dents vont permettre de faire ce reset au niveau du cerveau et de nos neurotransmetteurs. Et donc, si on n'a pas une très bonne occlusion, ce reset ne se fait pas. Et donc, on dort mal, on récupère mal, et on va être pareil dans un cercle vicieux de stress. Et le stress entraîne de l'inflammation entraîne des problèmes immunitaires, et on retombe dans des boucles. C'est pour ça que l'alimentation ne fait pas tout. Il faut réhabiliter ses dents, ne pas avoir des trous. Parce que si vous avez des trous dans les dents, eh bien, ils ne vont pas pouvoir stimuler par les dents du haut, vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des dents qui se déchaussent, avec des parodontoses. C'est hyper important, notre bouche. Il y a même un proverbe arabe qui dit si tu ne sais pas d'où le problème vient, ouvre la bouche de ton patient.
Et ça, moi, j'ai vu des bouches tellement catastrophiques. Et le problème, c'est que la sécurité sociale rembourse le minimum, c'est d'ailleurs des bons plombages, et ça coûte une blinde. J'en sais quelque chose. Donc, c'est compliqué, c'est complexe, mais il faut en tenir compte quand même. Parce que moi, je suis en relation avec beaucoup de personnes qui sont très engagés dans le phénomène de la naturo, qui font bien les choses, ce qui est mon cas, et qui n'arrivaient pas à résoudre quand même des problèmes. Moi, je dormais super mal, quoi. Si je dormais 2-3 heures par nuit profondément, c'était le bout du monde, quoi. Donc, c'est complexe, hein, c'est un chemin, hein. Donc, Non, mais ouais, l'immunité commence dans la bouche. c'est ça, Hydratation aussi, hein. tout à fait. Oui. Donc, bah, justement, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit au début, donc on est tous différents, on recherche tous, comme tu dis, Oui, pas mais le... attends, j'ai pas fini pour la bouche. Ah, J'allais oublier quelque chose qui me vient. C'est que quand on a une malocclusion, ce qui est mon cas, ce qui était mon cas parce que maintenant ça y est, elle est calée, euh, on va activer un neuromédiateur chimique qui s'appelle la substance P. Et d'ailleurs, cette substance P, ils ont reconnu que ça pouvait être un marqueur en cancérologie. Je ne sais pas si tu vois jusqu'où ça va. Parce que quand on a une malocclusion, eh bien, on va suractiver cette substance P qui va se comporter comme un inflammatoire. Et donc, on va enflammer nos tissus, nos muqueuses, et notamment notre muqueuse intestinale, parce qu'on sollicite trop cette substance P. C'est un truc de dingue. Mais il faut le savoir, ça. Donc, vous avez vu l'importance de votre bouche, l'importance de l'occlusion et l'importance de ne pas avoir des métaux en bouche. Vas-y, à toi. non, mais bah là, tu parlais d'inflammation, du coup, on va peut-être rebondir là-dessus, je poserai ma question après, mais on en parlait pareil, hein, en off, l'impact de l'inflammation sur le système digestif et sur l'immunité, du coup, une fois de plus. Tout ça, Voilà. c'est quand Alors, même... l'inflammation, c'est un phénomène naturel, hein. On doit avoir un peu d'inflammation parce que s'adapter, c'est un pool qui fait on va s'oxyder, mais on va avoir un pool d'antioxydants. Si on se nourrit bien, eh bien, l'oxydation naturelle, parce qu'on avons un, un certain nombre de radicaux libres qui font partie de cette respiration cellulaire, hein, qui font partie du travail des mitochondries. Elles génèrent des radicaux libres qui sont nécessaires à l'activité cellulaire. Donc, quand on inspire, on avale, on inspire de l'oxygène, bien sûr, avec d'autres gaz, d'oxyre. Donc cet oxygène est très intéressant, mais il est extrêmement bourré de radicaux libres. Donc cette respiration cellulaire va passer après par des moulins, les fameux moulins à protons, et ces électrons qui sont issus de notre alimentation, mais aussi du soleil, mais aussi de notre environnement, mais aussi de tous les éléments électromagnétiques de notre environnement, eh bien, ces électrons doivent passer d'un moulin à un autre sans brûler les tissus. Et c'est là où ils interviennent et où il faut protéger dans des camions, on va dire des camions virtuels. Et le premier moulin est les électrons sont hyper brûlants. Dans le deuxième, un peu moins, dans le troisième, encore moins. Mais pour passer d'un moulin à un autre, eh bien, il va falloir, par exemple, de la coenzyme Q10. Et la coenzyme Q10, c'est un antioxydant, entre guillemets, des mitochondries qui, dès l'âge de 35-40 ans, donc je ne sais pas quel âge tu as, Oui, eh bien, je suis dans la tranche. eh bien, on commence à moins en produire. Et surtout, alors les gens qui prennent des statines devraient impérativement consommer en même temps des oméga-3 longue chaîne, c'est-à-dire des huiles de poisson, mais aussi la coenzyme Q10, parce que la coenzyme Q10, c'est un petit peu le passeur avec la carnitine des oméga-3 à longue chaîne dans les mitochondries pour fluidifier les membranes. Et si on a manque de coenzyme Q10, on risque de rigidifier nos membranes, de faire monter notre taux de cholestérol, ce qui fait que les gens qui vont chez le médecin classique qui ne fait pas plus de biologie, il dit « Oh là là, vous avez du cholestérol, je vais vous donner des statines ». Les statines ont un petit phénomène anti-inflammatoire, mais elles vont rigidifier les membranes, ce qui fait que là, je viens d'apprendre hier un monsieur que je connais très bien qui a 85 ans, qui est maintenant Alzheimer, Parkinson, je ne sais plus comment s'appelle sa maladie. Et ça, je le savais parce qu'il prenait rien, aucun complément alimentaire.
Et donc, il avait des douleurs musculaires. Ça, c'est les effets secondaires classiques des statines. Mais c'est arrivé jusqu'au cerveau, puisque une membrane qui n'est pas fluide, vous êtes le candidat aux AVC, aux maladies neurologiques, à toutes les problématiques et neurologiques et auto-immunes. Donc, de grâce, si vous faites du cholestérol, ça n'est pas un hasard. C'est peut-être justement que vos membranes étant trop rigides, il y a votre organisme fabrique plus de cholestérol parce qu'il faut absolument que ça passe au niveau des mitochondries. Et donc, la nature étant bien faite, elle en fabrique plus. Comme quelqu'un qui mange trop de sucre, eh bien, l'insuline va plus travailler et au bout d'un moment, la cellule va se saturer, elle ne va plus écouter les messages d'insuline et on devient insulino-résistant. Et à ce moment-là, on peut arriver au diabète type 2 et au diabète type 3 comme les maladies d'Alzheimer. Donc, c'est très important de comprendre que la cellule vieillit, les mitochondries vieillissent. Une manière de recycler nos mitochondries, parce que qu'est-ce qu'elles font, nos mitochondries? C'est elles qui transforment les nutriments, parce qu'il y a les aliments qui donnent un certain nombre de calories, mais on ne marche pas aux calories, on marche aux nutriments. Et parce qu'on peut très bien manger très peu en calories et avoir une patate d'enfer. On a besoin de nutriments et on mange pour avoir des fibres prébiotiques, parce que ces fibres prébiotiques sont l'aliment numéro 1 de nos casques bleus de microbiote et qui vont générer des acides gras à courte chaîne. Et ces acides gras à courte chaîne sont fabriqués dans l'intestin et génèrent des choses très importantes pour notre cerveau, notre système immunitaire. Donc, il n'y a que par les fibres qu'on peut les avoir. Et tout le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, comme ils ont mangé mou, ils ont mangé du pain blanc, ils ont mangé des trucs raffinés, du riz blanc, des pâtes blanches, des pizzas, des choses comme ça. Et bien leur microbiote, dès qu'ils mangent un bout de poireau, ils gazent. Dès qu'ils mangent un topinambour, c'est l'explosion généralisée parce que leur microbiote n'est plus du tout outillé pour non seulement fabriquer ces acides gras, et ils arrivent avec des dysbioses, on arrive à des régimes comme le régime sans FODMAP, mais les FODMAP, si on mange sans FODMAP trop longtemps, eh bien, on va risquer de manquer de fibres, et ces fibres manquant, les amidons résistants, etc., eh bien, on va manquer d'acides gras à courte chaîne, et on se mord la queue, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, je ne sais plus où j'en étais par rapport à Et l'inflammation. comme tu l'as dit, les prébiotiques, c'est quand même dommage de devoir en prendre. C'est tellement facile d'en avoir Voilà. en mangeant des fibres que acheter En des... mangeant des fibres bien mastiquées. C'est Parce ça. que c'est vrai que quelqu'un qui mange des oignons, de l'ail, des poireaux, des topinambours, des panais, s'il ne mastique pas, ou s'il les mange sous forme de soupe et qu'il avale tout rond, ça va. Voilà, désolé, mais c'était l'étranger. Ça va gazer. Donc, Et justement, alors, eh ben justement, tout ça, c'est des choses qu'on peut repérer peut-être aussi pour voir si qu'on fait des choses mal au quotidien. Les gaz, la fatigue, les problèmes de sommeil. Donc, ça nous donne des indicateurs aussi sur le fait qu'on... voilà, les gaz, c'est normal de gazer un peu, hein. On peut péter, ça sent pas mauvais, c'est normal puisque nos bactéries génèrent des gaz. Mais si on gaze trop et que ça pue, là, ça va pas. Alors, c'est vrai que le test par la bouche, où on peut, le test respiratoire, on peut voir si on fermente plutôt les sucres, les fibres ou les viandes. Mais moi, bon, c'est une indication. Moi, je préfère passer par la biologie parce que, par exemple, quand on fait le fameux DMI, c'est dysbiose mycose intestinale, on peut voir, par exemple, si on génère trop de tartarate, ben, on sait qu'on fait du candida. Si on génère trop de crésolol, eh bien, ça veut dire qu'on va putréfier plutôt les viandes et qu'on mange trop de viande. Après, il y a d'autres indications comme le TMAO, qui est le thyroxy, machin, peu importe le nom compliqué, moi je ne les retiens pas. Ce fameux TMAO peut montrer que les gens mangent trop d'œufs pour les végétariens ou trop de viande pour les carnivores et qui s'oxydent, donc ça peut être très délétère et entraîner des maladies cardiovasculaires, un stress oxydatif. C'est tous ces éléments-là, je trouve que aujourd'hui les naturopathes devraient faire plus de micronutrition parce que par exemple, s'ils testaient la zonuline chez leurs patients, qui n'est pas remboursé par la Sécu. Alors, de toute façon, on peut le prescrire, hein. La zonuline et le LBP, l'hypopolysaccharides, qui démontrent justement cette inflammation silencieuse qu'on appelle l'inflammation de bas grade,
eh bien, cette inflammation de bas grade, on ne la voit pas puisqu'elle est silencieuse. Et dans le bruit sourd des tissus, à la lumière intestinale, elle va faire des dégâts terribles, entraîner vers des problèmes d'arthrose, d'arthrite ou des problèmes neurologiques. C'est selon notre polymorphisme génétique. Donc, une inflammation de bas grade doit absolument être vérifiée avec la CRP-US, le LBP et la zonuline pour voir s'il n'y a pas une perméabilité intestinale. Après, on peut éventuellement vérifier la méthylation qui est au niveau de nos gènes, comment nous arrivons à bien être des bons méthyleurs et si on a suffisamment de B6, B9, B12, etc. Parce tu as bien vu que chez les naturaux et dans cette mouvance qui fréquente les naturaux, il y en a beaucoup qui disent « Ah ben moi je suis végane », comme si elle avait touché le Graal de l'alimentation. Moi j'étais végane pendant 3 ans. Hein. Et au bout de 3 ans, mes dents se déchaussaient, je perdais mes cheveux, j'étais en hypothyroïdie, maintenant je le sais aujourd'hui. Et j'avais recommencé à prendre du poids et donc il me manquait des choses essentielles que je n'ai pas investiguées à l'époque, mais j'ai recommencé à manger de la viande, mais pas beaucoup. Moi, je mange de la viande 1 fois par semaine, ça me suffit amplement. Mais je suis plutôt à caractère flexitarien, à manger du poisson, des œufs. C'est vrai que je mangeais des œufs, alors que j'étais intolérante aux œufs avant. J'avais une dysbiose qui faisait que les marqueurs d'IgG me montraient que j'étais intolérante aux œufs niveau 4. Et maintenant, je m'en fous, je peux en manger. Donc, on peut s'en sortir. Et quels seraient, toi, tes conseils pour que chacun prenne conscience qu'on a vraiment un polymorphisme génétique différent? Parce que la réponse, souvent, on va recevoir quelqu'un qui a une problématique. Il va dire, oui, oui, je veux bien faire tout ça, mais mon mari, si je cuisine ça, il ne va pas le suivre. Et du coup, il y a un côté aussi application sociale compliquée à mettre en place. Donc, toi, quels seraient tes moyens ou tes outils pour faire prendre conscience aux gens qu'on est tous différents, qu'on doit manger différemment, etc. Il faut déjà leur expliquer qu'on fait tous partie d'une catégorie fécale, c'est-à-dire que par vos crottes, je suis capable de dire qui vous êtes. Si je fais un crime et que je laisse une petite crotte sur le passage, je saurai que c'est vous, parce qu'on a une identité microbiotique. On le sait maintenant. Hein. Comme nos empreintes digitales, on a une empreinte microbiotique. Et donc, on le sait qu'il y a des gens qui peuvent manger des kilos et être mecs comme des coucous, alors que d'autres vont manger des carottes râpées et vont prendre 1 kilo. Donc, on n'est pas égaux devant l'alimentation. Et ça se voit de toute façon, puisqu'il y a des blonds, des bruns, des baraqués, des maigres, des fluoriques, des carboniques. Donc, c'est évident qu'on est tous différents. Mais l'alimentation, effectivement, doit être différenciée. Et ça, c'est à chaque personne d'être à l'écoute de son corps. Et si elle vient pour une problématique, bien sûr, on va faire un peu du Sherlock Holmes en essayant de comprendre la cause de la cause. Et c'est pour ça que moi, je ne sais pas maintenant comment me passer de la biologie. Il y a bien sûr des symptômes, mais la fatigue, par exemple, est-ce que c'est une fatigue due au manque de fer? Est-ce que c'est une fatigue due à une hypothyroïdie? Est-ce que c'est une fatigue due à une autre carence? Est-ce que c'est une fatigue psychologique? Si je ne fais pas de la biologie, je ne peux pas le savoir. Donc, la fatigue, les cheveux ternes, tout ça, c'est des indications, bien sûr, la constipation, tout ça, c'est des éléments d'une thyroïde qui fonctionne mal. Donc déjà, l'allumage, il ne va pas. Mais si elle vous sort des analyses de thyroïde qui fonctionnent bien, et avec un TSH à moins de 2, avec T3, T4 super, un taux d'iode génial, pas de problème de sélénium, merde, c'est pas la thyroïde. Ah, c'est quoi? Alors, je vais aller plus loin. Il faudra peut-être que je vois comment ces mitochondries fonctionnent. Donc, je vais faire un BIP. Là, j'ai le laboratoire belge qui m'a formé. C'est le laboratoire LIMS. Je ne sais pas si tu les connais. Bon, je crois qu'il y a Barbier, mais moi, j'étais formée par eux parce que Castronovo fait partie du comité scientifique. Et donc, dans le BIP de base, qui coûte 215 €, on fait par exemple les acides gras érythrocytaires. Ça veut dire quoi, les acides gras érythrocytaires? Ça nous montre comment ma cellule absorbe depuis 3 mois les acides gras. Et on a tous les acides gras. On a les trans, bien sûr, mais on a l'acide oléique, linoléique, alpha-linolénique, mais aussi arachidonique. On a tous les acides gras et on peut voir lesquels sont en carence. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne consomment que de l'huile d'olive. C'est insuffisant, l'huile d'olive.
il faut absolument consommer aussi un peu d'huile d'avocat, pourquoi pas, un peu d'huile de chanvre, un peu d'huile de cameline, un peu d'huile de bourrage, ça dépend des gens. Et passer un certain âge, et dans certains cas, comme la grossesse, mais aussi quand on a eu une maladie et qu'on est en convalescence, et quand on vieillit, donc passé 60 ans, eh bien, je conseille de prendre des huiles de poisson ou de manger beaucoup de sardines, parce que les oméga-3 issus de votre huile de colza ou de cameline ne sera pas transformé en oméga-3 pour vos mitochondries et votre cerveau. Donc, il faut absolument se supplémenter. C'est souvent Donc, dû à une enzyme, hein, c'est bien ça. Delta 6, désaturase, non? C'est ça? c'est ça, c'est Oui. ça. Donc, la déta-6 désaturase ne fonctionne plus. Et les vieux, elles ne fonctionnent plus du tout. C'est pour ça que les EHPAD sont pleins, hein, parce que leurs membranes sont complètement rigides et perdent la boule. Hein. C'est ça le problème. On pourrait faire une vraie prévention, vraiment. Si on écoutait des gens comme nous, il y aurait 80% des maladies en moins. On n'est pas à l'abri d'un accident, bien sûr. On n'est pas à l'abri d'une maladie génétique. Donc, génétiquement, si on a un diabète type 1, c'est compliqué. Mais on peut éviter une sclérose en plaques. Moi, j'ai fait mon système HLA, mon haplotype, c'est-à-dire c'est une étude génétique qu'on peut faire dès la naissance, comme notre groupe sanguin, qui ne changera jamais. Et donc, j'ai été formée par le docteur Navrocki. D'ailleurs, il y a tout un enseignement que Jean-Yves Billien a fait et qui est en ligne, qui est génial, mais c'est plus pour les gens un peu pointus qui veulent faire une médecine plus profonde. C'est un mec génial, il a 80 balais ou 81. C'est un baroudeur parce qu'il est autant acupuncteur qu'énergéticien, que micronutritionniste, il est incroyable. Et donc, c'est par lui que j'ai appris cette histoire d'HLA. Et d'ailleurs, je dirais, je lui ai fait tout un tableau parce qu'il m'a donné des dossiers comme ça, parce que je voulais écrire un livre à l'époque avec lui. Et il m'a dit, démerde-toi avec ça, quoi, pour faire tous les HLA. A1, A2, A3, B1, B2, etc. Et voir quel type de pathologie quel type de susceptibilité pathologique on a et quels sont les mimétismes, c'est-à-dire que selon votre HLA, vous pouvez avoir un mimétisme avec certains métaux, mais aussi avec l'Epstein-Barr ou le CMV, le cytomégalovirus, donc, ou l'herpès. Donc ça, c'est génétique et ça, on n'y peut rien. En revanche, ce qui nous appartient, et ça c'est génial, c'est qu'au lieu d'être le tout gène, eh bien, l'épigénétique autour du gène fait que par notre alimentation, notre mode de vie, notre travail sur nous, eh bien, on peut éviter notre maladie à s'exprimer. Moi, dans mon HLA, je peux avoir diabète type 2, sclérose en plaques, cancer des ovaires. Waouh! Sympa comme HLA. En le sachant, tu peux te mettre en place des outils. Bah moi, j'ai développé rien, mais je mange comme une diabétique en prévention. Voilà, d'accord. Et donc, ce Voilà. test, pour ceux qui nous écoutent, c'est comment? Tu le fais où? Comment? Alors, de toute façon, c'est pas remboursé. Ça n'est remboursé que si votre médecin vous le prescrit. Et encore, il faut vraiment que vous le connaissiez. Et il vous met recherche HLA groupe 1, groupe 2, suspicion de maladie auto-immune. Alors, quand on fait ça, et il y a très peu de labos qui le font, il y a le laboratoire Barla qui est dans le 06 qui le fait. Et en plus, les médecins ne savent pas le lire parce que, à part des R4, DQ2, DQ8 et B27, ils n'ont pas appris. Alors qu'il y a plein de HLA, il y a A, B, CW, DQDR, et il y en a plein, et il y a plein d'allèles qui se déclinent. Donc, c'est complexe. Et par le docteur Navrocki et son enseignement, il a mis au point avec des informaticiens un logiciel qui fait que quand on sort son HLA, on peut le solliciter pour valoriser donc, en fonction de votre HLA, quelle susceptibilité maladie vous pouvez avoir. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet déjà de moduler son alimentation en fonction des pathologies, de moduler son psychisme, parce qu'on le sait à travers tous les travaux de décryptage biologique, et je n'irai pas plus avant, puisqu'il a été poursuivi par Interpol, mais son enseignement est génial. Et donc, quand on comprend que chaque organe symbolise un conflit psychologique, eh bien, moi, le conflit du diabète, c'est des conflits de résistance, dus à peut-être parfois des héritages, etc. J'ai failli avoir un problème il y a 20 ans, et je me suis dit, oula, là, je risque de me faire un cancer du pancréas ou un problème.
Donc, j'ai tout de suite travaillé dessus pour monter en conscience pour lâcher mon conflit. Parce que si on ne lâche pas le conflit, on aura beau bien manger, vous allez vers la maladie. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire à la fois l'alimentation, mais aussi la psyché, parce qu'on est tous confrontés à des anxiétés, des peurs, parce qu'on a tous des épreuves dans notre vie qu'on doit dépasser. C'est ça, être vivant. Mais on les dépassera plus ou moins bien. Il y a les gens qui vont les refouler, et le refoulement ne va pas vous faire guérir. Et c'est là où vous allez vous retrouver avec des maladies auto-immunes qui vont s'exprimer pour vous dire « Hé, faut que tu travailles ça, mes mères. Parce que si tu ne travailles pas ça, tu peux en mourir. » D'où les cancers. Cancer, à quoi je sers? Mais il y a plein de choses. Tu meurs, hein, et donc qu'est-ce qui te donne envie, quoi? Il y a plein de choses à décrypter en même temps que l'alimentation pour guérir. Vraiment, on ne peut pas faire l'économie du travail sur soi, réellement. Des pardons non faits, des rancœurs, des stress, tout ça, ça entraîne des maladies. Il faut travailler dessus, vraiment. On est d'accord. Là, tu as vraiment résumé même notre travail en quelques lignes. Hein. Donc, c'est Je vrai te que dis, je fais des liens, moi. donc, les non-dits, etc., c'est vrai que c'est une cata hein, au niveau. Enfin, donc, J'ai écrit un petit livre, celui-là, qui est une petite pépite, direct d'équilibre du corps et de l'esprit, dans lequel je passe le pardon, les croyances, l'activité physique, bien sûr, l'alimentation, ça c'est clair, les cuissons, hein, mais ça vous le savez, on ne va pas perdre de temps, la cuisson à la vapeur, tout le monde sait que c'est ce qu'il y a de mieux, dans le vitaliseur encore mieux. oui, bien sûr. Mais je parle du triangle dramatique, tu vois, Mais triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur, mais c'est un truc dans lequel on est pris en permanence. Et nous, en tant que thérapeute, on pourrait très bien se positionner en sauveteur. Et le sauveur va devenir la victime et votre patient, votre persécuteur, si vous le sauvez au-delà de ce que vous devez faire en thérapeutique. C'est ça toute la problématique. Et donc aussi, j'ai parlé des conflits, bien sûr, les mots, et l'apprentissage de l'amour. C'est quoi aimer? Et le langage de la réalité. Et ça, le langage de la réalité, c'est un truc énorme parce que nos pensées créent le monde et j'explique bien comment. Et ça, on est encore à un autre niveau. ça doit être un très bon bouquin, celui-ci, je ne l'ai pas. Mais du coup, tu Ah sais, oui, il y a super. plusieurs intervenants ici ont tous nommé, Je suis désolée. beaucoup ont nommé au mot-clé l'amour, comme tu le dis. Hein. Donc, pour la santé. C'est vrai que c'est un mot important. Oui, l'amour, il y a que deux sentiments sur la terre, il y a l'amour et la peur. Alors, quand on choisit la peur, c'est l'orgueil, c'est la susceptibilité, c'est plein de choses, plein de choses à. Je suis désolée parce que là, j'ai un pneu qui a crevé et on me dit que ma voiture est prête. Non, non. Bref. Du coup, on a parlé de pas mal de choses. Là, tu as tracé énormément de points importants. Si j'avais encore deux, trois demandes, on a parlé beaucoup de nutriments, mais est-ce que toi, tu utilises aussi des actifs dits essentiels au-delà des nutriments? Tu sais, des fois pour s'aider, pour aider le système immunitaire, au-delà des nutriments, mais par exemple comme l'extrait de pépins de pamplemousse, des plantes. Quel est ton point Alors de moi, vue? je ne suis pas très phyto, hein, parce que je ne la connais pas bien. Je suis alimentation diversifiée, etc. Ma pyramide alimentaire, elle est dans mes bouquins. D'ailleurs, mon dernier est un livre où on a même mis des recettes. On a dit les choses essentielles sur l'équilibre acido-basique, la glycémie, tout ça. Tout est dedans et on a mis en 3 phases. Mais moi, je suis plutôt nourrir la vie. Donc, nourrir la vie, c'est pas forcément du pépin de pamplemousse. Pour moi, nourrir la vie, c'est regarder ma biologie. Tiens, je manque de zinc. Tiens, je manque de vitamine A. Tiens, je manque de vitamine D, ce qui était mon cas. Hein. Tiens, je manquais d'iode, etc. Donc, c'est apporter en micronutriments, mais aussi les micronutriments de la vieillesse. C'est-à-dire, je prends de la coenzyme Q10, bien entendu, de l'acide alpha-lipoïque, bien entendu, des oméga-3 à longue chaîne, bien sûr, des enzymes, puisque mon estomac ne fait plus son boulot. Donc, je me tape toutes mes enzymes à chaque repas avec du HCl, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique. Mais si, par exemple, j'avais un petit épisode où ça me gratouille, c'est terrible ce que j'ai de dire, mais moi, j'ai toujours un peu de bleu de méthylène Oui, dans ma pharmacie. tout à fait. Je me badigeonne et le lendemain, c'est terminé. Hein. J'ai toujours un peu d'argent colloïdal, Voilà, c'est ça. un peu de propolis. Si je sens qu'il y a, je commence à être dépassée. Là, il a fait froid, j'ai été stressée, j'ai
j'ai mal dormi, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Eh bien, la prévention pour moi, c'est nourrir. Mhm. Mais sur le plan immunitaire, c'est vrai que je prends de la quercétine. Mhm. Mais c'est encore un micronutriment, tu vois. C'est ça, oui, oui. Là, en ce moment, je fais une petite cure d'astragal, Voilà, oui. astragalus, C'est tu ça, vois. c'est ça. Des petits trucs comme ça qui sont des aides. Là, je prends pas de champignons, pour besoin. Qu'est-ce que je prends? Bon, je Donc prends là, toujours de magnésium. Je suis magnésium dépendant. Moi, je suis une grosse stressée. Donc, je prends beaucoup de magnésium, du bisglycinate tous les jours. Et je prends des basifiants aussi parce que moi, j'estime qu'on est tous acides. Si tu fais la norme des gens, sur une semaine, on est tous en acidose. Nous avons créé un environnement trop acidifiant pour arriver à tamponner cette acidité par nous-mêmes. Il faut prendre des sels alcalanisants. Et d'ailleurs, Kousmine, il y a 60 ans, le disait déjà. Elle donnait déjà des citrates alcalanisants à l'époque. Déjà. et on Donc, avait c'est te des dire. très bons. Moi, je suis assez fan des orotates. Je ne sais pas si tu les connais. Oui, très bien. Oui, Mais très bien. en France, c'est interdit du coup. Mais on peut contourner avec des laboratoires belges. Il y a Internet. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, non, mais pour terminer, donc, en faisant ça, donc, tu as dit que tout le monde connaît l'importance de la cuisson. Eh ben là, je ne suis pas d'accord parce que justement, Ah bon? Comment? voilà, Comment vous n'êtes pas au courant? beaucoup achètent de bons produits. Même, il y en a qui font des efforts, mais ils s'arrêtent à j'ai acheté des bons produits, mais ils ne vont pas jusqu'à la bonne, jusqu'au bon travail dans l'assiette, à la bonne cuisson, etc. Alors moi, cette question, je me l'étais posée déjà dès l'âge de 15 ans. Ouais. Parce que j'ai été végétalienne, donc à l'époque, pendant 3 ans, Geoffroy, la vie claire, j'étais à fond dedans. Pour moi, j'étais partie pour le faire toute ma vie. Et puis j'avais trouvé des recettes géniales, je faisais des pâtés végétaux extraordinaires. Mais comme je suis intolérante au gluten, je ne le savais pas à l'époque. Donc je mangeais le pain complet ou le vin, je faisais des pâtés végétaux avec plein d'oignons, avec de la levure de bière. C'était super bon ce que je faisais. Et puis, j'ai recommencé à avoir des problèmes de santé. Ah. Donc, pourquoi je te disais ça, le végétalisme? Remets-moi sur la voie. C'était Ah pour oui, la cuisson. la cuisson. Et donc, à l'époque, on avait le doux-feu. Tu sais, l'espèce de cocotte en fonte où il y avait un couvercle creux, on mettait de l'eau dedans et ça coulait, c'était des gouttes d'eau qui tombaient sur l'aliment. Très délétère, c'est un genre de cuisson à l'étouffée. Mais c'est tellement long à cuire que les enzymes, on n'en parle plus, les minéraux, bon, les minéraux peut-être encore, mais les vitamines, on n'en parle même plus. Hein. Et donc, c'est plus tard, quand j'avais 29 ans, que j'ai rencontré André Coquart, un ingénieur chimiste, lors d'une tournée, parce que j'étais journaliste à 29 ans. Et j'étais avec Alex Métayer, qui m'a dit tiens, Marion, écoute, j'ai fait une émission de radio avec un mec, il a un restaurant à Marseille. Ça a l'air super ce qu'il dit, il parle de cuisson vapeur. À l'époque, je peux te dire qu'il y a 36 ans, 38 ans, la cuisson vapeur, c'était la cocotte sous pression et c'était le couscous, il y en a lu, pour la seconde, le couscous, point, barre et trait. Et donc, je dis ah oui, allez, on y va. Et on va à son restaurant et on mange, je te jure, un tourne d'eau comme ça, épais comme ça, avec des petits légumes, une petite sauce qui était faite à base de fond, les fonds de sauce, des bouillons qui reviennent heureusement à la mode parce qu'ils sont bourrés de collagène, de calcium, de tellement de bons éléments que tout le monde devrait faire des bouillons tout le temps. Des bouillons de viande, hein, des bouillons avec les os, avec des collagènes, avec des pieds, des machins, pour avoir plein de collagène. Bref. Et donc, je mange ce repas, et moi qui ai toujours eu un problème d'estomac, j'ai digéré à une vitesse, je dis waouh, c'est quoi ce truc? Et donc je dis viens, on y retourne le lendemain. On y retournait le lendemain et je vais dans l'arrière-cuisine de ce monsieur. Je dis écoutez, c'est génial votre truc. Il la vendait déjà, mais il n'avait pas mis au point comme moi je l'ai fait après. Et comme j'habitais Nantes et lui, sa sœur habitait Nantes, il est venu à Nantes et là, alors je l'ai emmerdé toutes mes questions. Mais pourquoi vous dites ça, et ci, et ci, et ça? Et on a décidé d'écrire un livre ensemble. Et donc, c'est là où j'ai écrit mon premier livre, La cuisine à la vapeur de Marion avec André Coquart, aux éditions Le Pré au Clair, qui est devenu d'édition Livre de Poche, et où on montre comment faire un pot-au-feu sain, mais aussi des viandes saines, des légumes sains, des sauces saines, etc. On met du beurre, on met tout ça, on n'est pas exclusif dans cette alimentation. Et c'est un bouquin génial. Hein. Et on le trouve encore au Livre de Poche, hein, je crois. La cuisine à la vapeur de Marion, on a fait une nouvelle édition. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave. On a fait, oui, voilà. On a fait une nouvelle édition 1985-2020. C'était toi. Et donc, on le trouve chez nous à 95 degrés.
Et donc, parce que j'ai essayé de faire aussi des repas plus adéquats avec notre vie moderne, mais en réhabilitant quand même, en montrant quand même comment faire une choucroute, une blanquette, une poule au pot, il y a tous ces trucs-là dedans, très important. Et donc, je suis partie avec ma casserole sous le bras, qui coûtait déjà très cher, vraiment très cher à l'époque, et moi, j'avais pas beaucoup de sous. Et je me suis enfermée pendant des semaines dans ma cuisine. Et j'invitais des cobayes pour goûter. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la cuisine à la vapeur douce. On a décidé de faire une société ensemble. Et lui, bon, il était assez âgé, il est mort 3 ans après. Il faut dire qu'il avait été gazé, il était assez vieux et donc il est mort. Et j'ai donc pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai élargi les trous sur le nombre d'or, tant qu'à faire. Et le fait d'élargir les trous permet une meilleure régulation de la vapeur. Et le dôme, je l'ai calculé selon une onde à émission de forme avec des énergéticiens. On a travaillé avec l'antenne de l'Échère. Et donc, tous les radiesthésistes étaient là pour me coincer. Ils disaient « Oh, mais c'est incroyable ton truc !» Parce qu'on mettait un œuf, par exemple, sur le tamis, un œuf qui vibrait à 7,8 ou très, très mal. On le mettait 20 secondes au vitaliseur en activité. 20 secondes, il n'a pas le temps de cuire. Hein. Et hop, il remontait à 18,6. Et là, j'ai eu même la radiesthésiste qui travaillait avec Étienne Guillet, que les vieux connaissent, mais les jeunes ne connaissent pas. Et elle était là, elle vérifiait tout. Elle me disait « Marion, c'est dingue ton truc !» Donc voilà, mais ça, je suis trop en avance. J'ai fait un peu d'analyse en électrophotonique pour montrer qu'on crée des liens photoniques avec la cuisson vapeur. Mais comme les portes ne sont pas encore ouvertes pour communiquer là-dessus, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, c'est du charlatanisme, votre nombre d'or. » Donc, j'en parle pas trop. Parce que les néophytes ne peuvent pas comprendre. Pourtant, c'est une proportion, hein, le nombre d'or, point barre. Hein. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de divin. Si c'est divin, on l'appelle la divine proportion. Mais il n'y a rien d'ésotérique ni de magique. Hein. Mais il se trouve que ça a une influence sur la matière. Comme pourquoi est-ce que toutes les églises ont une forme de dôme? Allez chercher pourquoi. Il y a bien sûr une résonance avec ce qui est en haut et ce qui est en bas et qui nous traverse. On le sait que quand on dort, on est traversé par des champs magnétiques, électromagnétiques, des champs de Schumann, etc. Et c'est très important d'avoir cette tête au nord-nord-est, de ne pas avoir de pollution avec notre lit. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui sont tellement importants. Moi, j'ai plein de produits pour me protéger. J'ai un tapis au sol parce qu'on est transparent, on est pénétré de partout par les ondes. Je ne sais pas ce que va faire la 5G, mais bon. Mais on va réussir à prouver ces choses-là. Ça bouge, hein. Il y a de plus en plus d'outils Ça quantiques. bouge, mais ça bouge pas encore dans le grand public, c'est encore lent. Hein. Déjà, quand tu vois comment ils parlent de la Covid et comment, si on te parle de quercétine, vitamine D, zinc, rien que ça, ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. Donc, on est loin de tout ça. Hein. Ouais. Donc la cuisson, évidemment, si on fait de Tchernobyl dans nos assiettes, même si on a un potager bio, c'est ridicule. Et manger tout cru, c'est ridicule aussi. Donc, manger cru dans un pays chaud, ça le fait, parce que moi, je vais souvent dans des pays chauds, j'ai pas envie de cuire, ou alors je cuis mon poisson, et encore, on mange des ceviches là-bas. Mais dans nos contrées, l'hiver, là, moi, j'ai envie de manger mon bon bouillon, j'ai envie de manger ma soupe de chou-fleur, et manger tout cru, j'ai pas envie, quoi. Et en plus, les microbiotes, vous avez les bactéries avec, les virus, parce que les virus, ils sont détruits à 42 degrés, et les bactéries à 60. Hein. C'est pour ça qu'ils vous disent, moi je vous dis, vous mettez votre masque dans le vitaliseur, vous mettez 4 minutes, vous détruisez tout. Hein. Tous les virus et bactéries en tout cas. Et tu connais l'étude Kouchakov? Non, c'est quoi? Par rapport aux températures de chaque substance que l'on chauffe. Oui, mais la température, c'est aussi un faux problème. Et ça, je l'ai vérifié, puisque l'eau bout à 100 degrés, et on peut des fois être à 100 degrés à la vapeur douce sans pression, mais en général, on est aux environs de 95 degrés, et je démontre que même la vitamine C est intacte. Ah, tu vois. D'accord? Donc, il y a la température, mais il y a le milieu de cuisson. C'est-à-dire, de toute façon, ce qu'il faut, c'est activer notre bon sens. Imaginons une baignoire. Je vais te mettre un bain hyper chaud. Je peux te dire qu'un bain à 42 degrés, tu ne rentres pas dedans. Tu n'y arrives pas. Vrai. Alors qu'à la vapeur, dans un hammam ou même dans un sauna, à 42, tu as froid. Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, tu es obligé de monter en température ton hammam ou ton sauna. Tu peux prendre un sauna à 110 degrés, hein, tu ne vas pas cuire. Hein. Tu ne vas pas rester longtemps. Donc,
La saturation en eau, comme l'eau de cuisson va effectivement faire une perte minérale parce que par infusion, les minéraux vont diffuser dans l'eau, mais il y a une précipitation des sels minéraux à 100 degrés qui fait que les sels minéraux sont inassimilables, mais en plus ça brûle les collagènes, alors que quand tu cuis une côte de bœuf ou un filet de bœuf à la vapeur, donc épais comme ça, la viande, elle respire, elle n'est pas contractée. Mais il ne faut pas le laisser trop longtemps, parce que le temps va être délétère au bout d'un certain temps. Donc, la température dans un four à 100 degrés, c'est long à cuire. C'est très long à cuire. Il va falloir monter à 140, 130, 140, tu ne peux pas cuire en dessous. Ou ça va mettre des heures et des heures et des heures. Donc, la température plus le milieu, est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la vapeur d'eau? Est-ce que c'est de la chaleur sèche? Tout ça va tenir compte au niveau des vitamines. Tu comprends? Très Et des bonne minéraux. info. Très, très bonne info. Voilà. Merci. Non, mais merci, Marie-Laure. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te demander tes derniers petits conseils pour booster l'immunité dans ce temps de peur et de culpabilité que tout le monde vit. Quels sont tes derniers petits conseils pour avoir la patate, l'immunité, etc. Bah, déjà, écoutez votre corps. Hein. Mangez quand vous avez faim. Ce n'est pas la peine de manger si vous n'avez pas faim, c'est ridicule. La faim est une bonne indication, sauf les gens qui n'ont jamais faim parce qu'ils sont dépressifs et ils n'ont plus envie de vivre. Ça, c'est autre chose parce que j'ai rencontré des gens comme ça. Mais écoutez votre corps. Alors, ne faites pas comme moi à longueur de temps le fasting trop longtemps parce que on peut manquer de certains acides aminés le matin. Donc, je vous conseille de manger protéiné le matin. Manger des œufs, manger des petites crêpes. Moi, je fais des petites crêpes sans lectine. J'en ai pas parlé, mais il y a tellement de choses à dire parce que les lectines peuvent être très délétères pour les intestins fragiles dont je fais partie. Et varier, des fois, je mange un avocat avec du saumon le matin, mais je ne mangeais pas depuis plusieurs années et je me suis aperçue que je créais une petite inflammation du fait que je ne mangeais pas et je n'avais pas assez d'acides gras à courte chaîne. C'est dingue, hein. C'est pour ça qu'il faut arriver à équilibrer ses prises alimentaires parce que rien ne vaut de manger un steak de 200 grammes. Il vaut mieux manger 70 grammes ou 100 grammes de protéines midi et soir plutôt que de manger une grosse quantité à un seul repas. Les protéines sont très compliquées à assimiler, surtout les protéines végétales. Si vous voulez être végétarien, je vous conseille d'être ovo-lacto-végétarien parce que le véganisme est très compliqué, surtout en vieillissant, puisqu'en vieillissant, vous allez manquer d'oméga 3 longue chaîne, vous allez manquer de carnitine, la B12, ça maintenant tout le monde le connaît, mais vous allez peut-être manquer de zinc aussi, parce que le zinc est très compliqué à absorber quand on est vegan ou végétarien, parce qu'il est microbiote dépendant. Vous allez manquer de vitamine D, vous allez manquer de vitamine A, donc faites attention. Ne croyez pas que c'est le Graal. Nous sommes des êtres hétérotropes, hélas. Nous devons manger de la vie pour vivre. Et la vie est ainsi faite qu'il y a des liottes qui mangent des gazelles. Et nous, on doit manger, je pense, un petit peu, et pas beaucoup, pas forcément. Mais il y a des gens qui ont une spiritualité tellement extraordinaire, qui sont tellement connectés qu'ils peuvent être véganes, mais je ne pense pas que ça soit donné à tout le monde. Et dans ces cas-là, faites de la biologie, regardez vos carences, parce que quand on commence à être dans les carences, les déficits sont faciles à enrayer, mais une carence, c'est très long, c'est très compliqué. Donc, écoutez votre corps, n'allez pas dans des intégrismes alimentaires, soyez plutôt flexivores. L'alimentation ne peut pas tout, donc mastiquez, travaillez sur vous. Travailler chaque jour nous amène parfois des épreuves. J'en ai eu pas mal hier et ce matin, plus lourde, des petites planètes qui résonnent en ce moment. Donc, on est là pour s'adapter. D'ailleurs, en vieillissant, on s'adapte mieux, on se détache plus facilement et on a plus de recul. N'oubliez pas de vous hydrater. L'hydratation, moi j'ai toujours des verres d'eau avec moi. Toute la journée, je bois des verres d'eau. L'hydratation est très importante pour solubiliser les toxines qui vont devoir être éliminées par les poumons, par les reins, par le foie, etc. Ne restez jamais constipé, jamais, jamais. La constipation est une indication qu'il y a un vrai problème de santé. Donc, allez chercher pourquoi. Moi, ça a été mon problème numéro 1 très, très, très longtemps. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Donatini il y a 20 ans, il m'a dit que j'avais un intestin qui se nécrosait. Donc, il était urgent que je fasse quelque chose. Et donc, c'est tout à long chemin.
et manger beaucoup de légumes, un petit peu de fruits parce que les fruits sont très sucrés. Donc, beaucoup de légumes, des fruits à index glycémique moyen et bas, mastiquer, prenez les bonnes huiles, enfin, tous les conseils que tu donnes, que l'on connaît quand même, hein. Oui, Respirer et faites du sport régulier parce que c'est un des seuls moyens pour recycler les mitochondries qui sont nazes. Il faut faire du sport, être essoufflé, au moins une demi-heure par jour. Et si c'est pas tous les jours que vous le faites, faites-le au moins tous les 2 jours. Du vélo, de la marche active, montez, descendez les escaliers, dansez, démerdez-vous, mais bougez. Voilà, donc c'est… non, mais très bien. Eh ben, Marion, je te remercie. Merci Je pour… t'en prie, Kevin, c'est un plaisir de partager avec toi et j'espère vous avoir fait quelques petits liens. Il y a tellement de choses à dire. Tu sais, moi, je peux parler des journées entières. Tu me poses des questions, je réponds. Non, mais oui. Ben non, mais Ouais. super. Merci beaucoup et à bientôt. Et puis à très bientôt. Merci. Bye bye. Ouais. Yeah, let's go.